Est-ce que vous comprenez réellement la musique que vous écoutez ou que vous jouez? On va en général se laisser toucher par la beauté de la musique et on va pouvoir ressentir beaucoup d'émotions. Mais est-ce qu'on va réellement en saisir le sens profond? Nicolaus Harnoncourt, violoncelliste, chef d'orchestre et figure emblématique de l'interprétation dite historiquement informée, répond sans hésiter. La plupart du temps, non. Nous ne saisissons pas le sens profond de ce que l'on écoute ou de ce que l'on joue. Et pour lui, c'est totalement normal car on a perdu la clé. Pour Harnoncourt, la musique n'est pas juste un alignement de jolies notes, c'est un langage, un vrai discours adressé à nous et qui a besoin d'être compris pour vraiment nous atteindre. Ce langage a ses mots, sa grammaire, ses accents, ses nuances. Et comme tout langage, si on ne le connaît pas, eh bien on ne comprend pas ce qui est dit. Dans son livre Le discours musical, paru en 1984, il explique pourquoi et comment retrouver cette manière vivante d'écouter et de jouer de la musique. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous résumer les idées phares de ce livre qui m'accompagne et me guide depuis de nombreuses années et vous verrez que ça peut changer profondément votre manière d'aborder la musique. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Avant la Révolution française, la musique était partout. On la vivait comme notre langue maternelle. Elle faisait partie de la vie quotidienne, de l'éducation, des fêtes et de la religion. Et donc, quand on entendait une danse ou une phrase musicale, on comprenait spontanément les intentions et les effets. Aujourd'hui, cette même musique est devenue un peu comme un tableau qu'on accroche au mur. On l'écoute pour sa beauté, on la laisse nous toucher, mais on oublie qu'elle avait un message, un but, une force de transformation. Et Harnoncourt va même plus loin, car pour lui, aucune grande musique n'a jamais été seulement belle. Elle a toujours été un mélange de beauté, de tension et de surprise, et parfois même de provocation. Donc c'est ce constat que nous partage Harnoncourt dès les premières pages de son livre en ce qui concerne la musique ancienne. Et quand il parle de musique ancienne, il va considérer que toute musique qui n'est pas jouée aujourd'hui de notre vivant est ancienne, c'est-à-dire les musiques évidemment Renaissance baroque, mais également classiques et romantiques. Pour lui, quand on aborde donc ces musiques anciennes, il y a deux chemins possibles. Le premier chemin, c'est d'adapter cette musique à notre sensibilité actuelle. Ça, c'est quelque chose qu'on a longtemps fait. Jouer du Bach ou du Monteverdi comme du Debussy en l'adaptant à nos oreilles et à notre sensibilité d'aujourd'hui. Le deuxième chemin, c'est d'essayer de retrouver le contexte original de l'œuvre, ses codes et ses conventions qui faisaient sens à l'époque. Et Harnoncourt précise bien que pour lui, ce n'est pas un caprice d'historien. C'est tout simplement la seule manière de redonner à l'œuvre sa vitalité et sa voix d'origine. Parce que si on joue une musique ancienne avec des réflexes et des conventions du XXIe siècle, eh bien on va complètement changer son accent et donc le résultat. C'est un peu comme si on récitait du Molière avec des intonations d'une série télé moderne. C'est possible, mais c'est complètement différent que d'essayer de se remettre dans le contexte d'origine. Et puis au-delà de tout ça, il y a le problème de la partition. Parce que avant 1800, la partition servait surtout à fixer l'œuvre, la structure et les notes. Mais la manière de jouer, le style, allait complètement de soi pour les musiciens de l'époque. On savait quand les notes devaient être plus longues, plus courtes, inégales ou bien avec un accent. Et toutes ces choses-là donnaient énormément de relief évidemment à la musique. Alors qu'aujourd'hui, si on lit ces mêmes partitions au pied de la lettre, tout s'aplatit. Et encore une fois, pour reprendre l'analogie du langage, c'est comme si on lit un texte à voix haute, mais avec exactement la même intonation sur chaque syllabe, sur chaque mot. C'est correct, techniquement, mais c'est très monotone. Et Harnoncourt nous donne des exemples de choses qui étaient vraiment évidentes pour les musiciens d'avant 1800. Par exemple, il parle des notes inégales. À l'époque, quand on avait des successions de croches, la plupart du temps, on allait jouer ces croches inégales, c'est-à-dire une note un petit peu plus longue et la suivante un petit peu plus courte. Donc au lieu de jouer les notes égales, comme ça, ta, 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 on les jouait légèrement inégales. Ta, 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 un petit peu dansantes comme ça. Et si les compositeurs voulaient que l'interprète joue de manière parfaitement égale, il fallait qu'il rajoute une indication, parce que c'était ça l'exception. Donc en l'occurrence, souvent, il rajoutait un point au-dessus de la note qu'il voulait égale. Donc si vous voyez sur une partition d'avant 1800 des notes avec des points dessus,
la plupart du temps, cela veut dire que les notes doivent être jouées égales et pas piquées ou en spiccato ou en sautillé. Un autre exemple qui donne concerne les rythmes pointés. Donc par exemple, noir pointé croche ou croche pointé double. En général, quand on avait un rythme pointé, celui-ci était légèrement plus long que sa réelle valeur afin que la petite note qui reste, donc dans le cas de noir pointé croche, la croche, celle-ci serait plus courte, ce qu'on appelle les rythmes surpointés. Donc au lieu d'avoir quelque chose de régulier, encore une fois, on aurait quelque chose d'un petit peu irrégulier. Ta, 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 ta. Et bien si on la surpointe un petit peu, la noire pointée est plus longue et la croche plus petite, comme ceci. Ta, 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 ta. Donc le rythme était écrit noir pointé croche, mais on pouvait l'interpréter de manière légèrement surpointée. Un autre exemple dont il parle concerne les ornements. Souvent dans les partitions d'avant 1800, il va y avoir des ornements écrits. Certaines partitions vont en avoir beaucoup, d'autres aucun. Dans tous les cas, c'était très fréquent de rajouter des ornements dans le style de l'époque et dans le style du compositeur. Donc c'est pas du tout parce qu'un compositeur décrivait aucun ornement sur sa partition qu'il fallait jouer juste les notes telles quelles. La plupart du temps, la musique appelait à être ornée, à être enrichie avec des ajouts de l'interprète. Harnoncourt nous parle également des contrastes qui doivent exister dans les partitions de musique ancienne. La plupart du temps, les compositeurs d'avant 1800 ne mettent pas de nuances. Or, la musique de cette époque est tout sauf une musique qui doit être jouée à la même nuance tout le temps. La première règle en musique qu'on doit respecter, c'est qu'on ne répète jamais deux fois la même chose de la même manière. Donc, quand quelque chose était joué et répété immédiatement après, ou quand une phrase était jouée et ensuite il y avait une barre de reprise pour la rejouer entièrement, il fallait systématiquement trouver quelque chose de nouveau au niveau de la dynamique, des nuances, piano, forte, crescendo, décrescendo ou style de jeu, pour apporter un contraste et qu'on n'entende pas deux fois la même chose. Or, encore une fois, si on regarde la partition et que deux phrases sont répétées, il pourrait y avoir sur le papier aucune différence entre ces deux phrases. Mais ça veut surtout pas dire qu'il fallait jouer ces deux phrases exactement de la même manière. Harnoncourt nous parle également de certains récitatifs d'opéra, notamment les recitativo secco, secs, dans lesquels la partie basse est souvent une valeur longue. Or, on va la jouer justement très courte, très sec, quasiment la valeur d'une croche. Donc ça, c'était pas du tout écrit, mais on sait que c'était joué comme ça par les musiciens. Donc tout ça pour dire que pour Nicolaus Harnoncourt, la clé, cette fameuse clé pour comprendre cette musique ancienne, c'est de la considérer comme un discours parlé. Les notes sont comme des syllabes. Certaines vont être fortes et d'autres vont être faibles. Les notes vont s'organiser en phrases avec des respirations, de la ponctuation et des inflexions. Par exemple, avant 1800, chaque mesure avait ses notes nobles et ses notes moins nobles, donc ses temps forts et ses temps faibles. Et cette hiérarchie pouvait changer si une dissonance ou un accent, par exemple, venait bousculer la règle. Par exemple, dans la sarabande, qui est une danse lente à 3 temps, les temps forts sont sur le premier et le deuxième temps, mais s'il y a une dissonance sur le troisième temps, eh bien la règle change. Un autre exemple est celui de l'émiole, qui est une manière pour le compositeur de ralentir la pulsation à l'approche des cadences pour bien montrer que c'est la fin. Et donc pour ça, il va déplacer les temps forts dans la mesure. Donc pour Harnoncourt, le rôle de l'interprète n'est pas de jouer la musique parfaitement. Son rôle, c'est de faire vivre la musique, de la faire parler, de lui donner des contrastes et du relief. Pour lui, une interprétation qui est impeccable mais qui est lisse, eh bien c'est comme un texte qui est récité sans aucune émotion. Une autre chose intéressante dont nous parle Harnoncourt dans ce livre, ce sont les accents nationaux. Car comme les langues, l'accent italien est différent de l'accent français et différent de l'accent allemand, eh bien les musiques de chaque pays ont leurs propres accents et leurs propres inflexions. Par exemple, l'Italie va briller par sa virtuosité, sa chaleur expressive, avec des solistes violonistes, violoncellistes qui vont jouer des concertos. Du côté de la France, on est plutôt sur de l'élégance, du détail, du raffinement et de la danse. Et souvent, on va avoir des ornementations plus fines et plus délicates. L'Allemagne, de son côté, aime bien les mélanges et faire la synthèse. Donc on a ce qu'on appelle les goûts réunis, c'est-à-dire que l'Allemagne va essayer de rassembler les styles des différents pays en leur rendant à chaque fois hommage. L'Allemagne va être également très précise au niveau de sa rhétorique musicale, c'est-à-dire que chaque élément, chaque motif rythmique mélodique va avoir à chaque fois un sens précis et va être soigneusement classé.
Et enfin, l'Angleterre, elle, restait très cosmopolite, très raffinée, très accessible, avec notamment de la musique absolument splendide, écrite pour consort de viol de gambe. Donc vous voyez qu'en sachant cela, c'est impossible de jouer du Rameau ou du Couperin comme on jouerait du Vivaldi ou du Jean-Sébastien Bach. Ensuite, Nicolaus Harnoncourt nous parle de la danse, qui est un thème vraiment central dans le livre. Pour reprendre l'exemple de la sarabande, tout à l'heure je vous ai dit c'était une pièce lente à 3 temps, mais en réalité c'est bien plus que ça. Il faut savoir que c'est une danse noble, donc qui est dansée à la cour et pas dans les villages. Son pas est très codifié, également le port de tête des danseurs, mais il y a également toute la signification de séduction autour de cette danse, avec les pas mais aussi les regards. À côté de ça, on a la gigue, qui est une danse très rapide, et ça va être une danse beaucoup plus rurale qu'on va jouer dans les villages. On a le menuet, qui est une danse qui a énormément évolué au fil des époques, parce que son tempo dépendait de qui la dansait, quel roi la dansait, et si le roi était bon danseur ou pas. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de pièces musicales, donc instrumentales, qui viennent de ces danses. Et donc on ne peut pas interpréter ces pièces instrumentales sans connaître ces danses, sans en connaître le sens, l'histoire, le tempo, les accents toniques, les temps forts et les temps faibles. Donc voilà le constat que fait Harnoncourt pour toute cette période avant 1800. Et au début du 19e siècle, tout change. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les règles qui viennent du baroque commencent à se figer. On a les orchestres qui grandissent, le style musical qui se complexifie au niveau des harmonies, et on a surtout une plus grande précision des compositeurs quand ils vont noter leur musique. Il va y avoir aussi plus d'exigence de leur part à ce que l'interprète fasse ce qui a été écrit. Donc ils vont être de plus en plus précis dans leur notation, jusqu'à ce que cette précision devienne quasiment chirurgicale au XXe siècle, où vraiment tout est noté au demi-millimètre près. Et à propos de cette évolution, de ce changement qu'il y a eu dans la musique, Harnoncourt a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit que avant 1800, la musique se parle et que après 1800, la musique se peint. Et il dit pas du tout qu'il y a une meilleure ou une moins bonne manière de voir la musique, c'est juste un langage différent. Mais effectivement, ce qui ressort, c'est que pour comprendre Mozart ou Beethoven, il faut comprendre d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont transformé pour eux-mêmes créer leur propre langage musical. Donc pour Nicolaus Harnoncourt, la musique ancienne n'est pas un fossile, il ne faut pas la traiter comme telle. C'est une langue vivante et notre rôle en tant que mélomane, auditeur, musicien, c'est de la réapprendre. Non pas pour imiter le passé, mais pour rendre à l'œuvre sa force expressive et sa capacité à émouvoir et à surprendre. Donc lui, il va beaucoup défendre l'interprétation historiquement informée. Parce que pour lui, cette fidélité historique n'est pas un fétichisme, c'est un outil pour redonner vie à la musique. Alors la prochaine fois que vous entendez un air de Monteverdi ou une sarabande de Bach, posez-vous la question. Qu'est-ce que cette musique est en train de me dire ? Et dans son livre Le discours musical, Nicolaus Harnoncourt nous donne vraiment de nombreuses clés pour justement comprendre ce que la musique est en train de nous dire. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois dans le cadre de mes études et là je l'ai relu récemment pour vous proposer cette vidéo et j'ai encore appris énormément de choses par rapport à cette interprétation historiquement informée. Je dirais vraiment qu'à tous les niveaux d'apprentissage, que vous soyez mélomane sans jouer d'instrument, que vous soyez musicien amateur, élève ou musicien professionnel, ce livre peut vraiment vous apporter énormément de clarté, de lumière sur l'interprétation historique. Et même au-delà de ça, je dirais que ce livre peut vraiment nous permettre d'aiguiser notre esprit critique par rapport à n'importe quelle musique et de nous intéresser vraiment au contexte de chacune d'entre elles. Parce qu'aujourd'hui, on a des siècles de musique à disposition, vraiment à portée de clic, et on va souvent avoir l'impression que deux musiques se ressemblent alors qu'elles ont 150 ans d'écart. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas vraiment plongé dans le contexte de chacune de ces musiques. Donc voilà, je vous invite à le faire parce que c'est fascinant, vraiment très très intéressant. Nicolaus Harnoncourt a également écrit une sorte de suite au discours musical, un livre qui s'appelle Le dialogue musical, où il continue de creuser et d'approfondir ces notions, mais cette fois-ci autour de 3 compositeurs. Donc on va avoir Monteverdi, Bach et Mozart, donc ça va être un petit peu plus ciblé sur ces compositeurs, mais c'est également un livre fascinant
extrêmement intéressant, donc je vous recommande également de le lire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, qu'elle vous a donné envie d'aller vous procurer ce livre et de le lire. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao à tous!